Mais je n'y comprends rien, dit M. Bouc. Rien du tout. Dites-moi comment l'impossible peut être possible. Je ne suis pas magicien, mon cher. Je suis, comme vous, un homme très perplexe. Cette affaire prend une tournure très étrange. Elle ne prend aucune tournure. Poirot secoua la tête. Non, ce n'est pas vrai. Nous savons certaines choses. Nous avons entendu le témoignage des passagers. Poirot s'éclaircit la voix et aplatit une feuille de buvard. Passons en revue l'affaire telle qu'elle se présente actuellement. Tout d'abord, il y a certains faits indéniables. Cet homme, Ratchett ou Cassetti, a été poignardé à 12 endroits et est mort la nuit dernière. L'autre fait important, selon moi, c'est l'heure du crime. Nous avons le choix entre 3 possibilités. 1. Le crime a été commis à 1h15. Ceci est soutenu par le témoignage de l'Allemande, Hildegard Schmidt. Cela concorde avec le témoignage du docteur Constantine. 2. Le crime a été commis plus tard et la preuve de la montre a été délibérément fabriquée. 3. Le crime a été commis plus tôt et la preuve a été fabriquée pour les mêmes raisons que ci-dessus. Examinons minutieusement les témoignages avec précaution. Nous avons appris dans un premier temps l'existence d'un homme, petit, brun, avec une voix de femme, de la bouche d'Hardman. Il a dit que Ratchett lui avait parlé de cette personne et l'avait engagé pour le surveiller. Nous n'avons que la version d'Hardman à ce sujet. Hardman est-il la personne qu'il prétend être, à savoir un détective de l'agence McNeil de New York? Oui, je suis d'avis que nous pouvons le croire. Vous l'innocentez de tout soupçon, dit le docteur Constantine. Pas du tout, vous m'avez mal compris. Ce que je dis, c'est que je pense que nous pouvons croire ce qu'Hardman nous a raconté sur lui. Cette histoire au sujet de Ratchett, s'adressant à lui et l'engageant, est probablement vraie. Nous le savons d'une source plutôt invraisemblable, le témoignage d'Hildegard Schmidt. La description de l'homme qu'elle a vu en uniforme de wagon-lit correspond exactement. Y a-t-il d'autres confirmations de ces 2 histoires? Il y a le bouton retrouvé dans son compartiment par Mrs. Hubbard. Et il y a aussi un autre fait concordant que vous n'avez pas pu remarquer. Quoi donc? Le fait que le colonel Arbuthnot et Hector McQueen aient tous deux mentionné que le conducteur était passé devant leur compartiment. Mais Pierre Michel a déclaré qu'il n'avait pas quitté sa place, sauf à certaines occasions particulières. Donc, cette histoire du petit homme à la voix de femme, vêtu d'un uniforme de wagon-lit, repose sur le témoignage, direct ou indirect, de 4 témoins. M. Bouc avait attendu avec difficulté jusqu'à ce qu'il eût terminé. « Oui, mon ami, dit-il impatiemment à Poirot, mais la vraie question est, où est-il allé ?» Poirot secoua la tête d'un air désapprobateur. « Il n'y a que 2 réponses possibles, mon cher. Soit il est encore caché à bord du train, soit il est, si je puis dire, 2 personnes à la fois, c'est-à-dire à la fois lui-même, l'homme craint par Ratchett, et un passager du train, si bien déguisé que M. Ratchett ne l'a pas reconnu. « C'est une idée, ça !» s'exclama M. Bouc, son visage s'illuminant. Puis, il s'assombrit à nouveau. « Mais il reste une objection. » Poirot lui arracha les mots de la bouche. « La taille de l'homme. À l'exception du valet de chambre de M. Ratchett, tous les hommes présents dans ce train sont grands. Il y a cependant une autre possibilité. Il se peut que l'homme se soit déguisé en femme, ou, autre alternative, il se peut qu'il s'agisse d'une femme, tout simplement. » « C'est une possibilité, admit M. Bouc. Mais écoutez, mon ami, je pense que je devrais dès à présent vous faire part de certaines incohérences relevées par le docteur Constantine. » Il détailla en longueur les conclusions auxquelles le docteur et lui étaient tous deux arrivés à partir de la nature des blessures de la victime. M. Bouc se tint la tête à nouveau. « 2 meurtriers, grommela-t-il, et à bord de l'Orient Express. » Cette pensée le fit presque pleurer. « À présent, rendons l'idée encore plus extraordinaire, dit Poirot d'un ton enjoué. La nuit dernière, à bord du train, il y avait 2 mystérieux étrangers. Le conducteur de wagon-lit et également une femme en kimono rouge, une femme grande et mince, vue par Pierre Michel, Miss de Benham, M. McQueen et moi-même, et sentie, pour ainsi dire, par le colonel Arbuthnot. Où sont-ils passés, ces 2-là? Et, entre parenthèses, où se trouve l'uniforme du conducteur et le kimono rouge vif de la femme? Ah, cette fois, c'est décidé. M. Bouc se leva d'un bond, impatient. Nous devons fouiller tous les bagages des passagers. Poirot se leva à son tour.
Je vais me permettre une petite prédiction. Vous trouverez le kimono rouge vif dans le bagage d'un des hommes et l'uniforme de conducteur dans le bagage d'Hildegard Schmidt. « Mais comment » commença M. Bouc avant de s'interrompre. « Qu'est-ce que tout ce raffut » s'écria-t-il. Le bruit se rapprochait de plus en plus. Il s'agissait des cris stridents et des protestations d'une femme. Mrs. Hubbard entra en trombe. « C'est trop horrible » cria-t-elle. « Vraiment trop horrible. Dans ma trousse de toilette, un grand couteau, tout couvert de sang. » Puis, basculant soudain en avant, elle s'évanouit et s'effondra lourdement contre l'épaule de M. Bouc. Avec plus de vigueur que de galanterie, M. Bouc déposa la femme évanouie sur un siège et lui posa la tête sur la table. Le docteur Constantine cria pour appeler l'un des serveurs du wagon-restaurant. « Quand elle reviendra à elle, donnez-lui un peu de cognac, dit le docteur. Se pâmer devant des femmes d'un certain âge ne l'intéressait pas le moins du monde. Il préférait s'occuper de l'enquête. » Pendant ce temps-là, Poirot et M. Bouc, suivis de près par le docteur Constantine, s'étaient précipités dans la voiture Istanbul-Calais en direction du compartiment de Mrs. Hubbard. Tous les passagers semblaient s'être rassemblés devant la porte. Le conducteur, l'air tourmenté, les maintenait à l'extérieur. « Mais il n'y a rien à voir, » répétait-il en plusieurs autres langues. « Laissez-moi passer, s'il vous plaît, » dit M. Bouc. « Je suis content que vous soyez là, monsieur, » répondit le conducteur en poussant un soupir de soulagement. « Tout le monde essaie d'entrer, l'américaine, elle a crié tellement fort. Ma foi, l'objet se trouve à l'intérieur, » ajouta-t-il en lui indiquant le compartiment. « Je n'y ai pas touché. » Pendue à la poignée de la porte communicante, se trouvait une immense trousse de toilette en plastique à carreaux. En dessous, sur le sol, là où il avait atterri après que Mrs. Hubbard l'eût échappé, se trouvait un poignard à une lame droite. Il s'agissait d'un couteau bon marché, en imitation orientale. Il y avait des taches semblables à de la rouille sur la lame. Poirot ramassa l'objet délicatement. « Voici l'arme qui nous manquait, n'est-ce pas, docteur ?» L'examen de Constantine fut rapide. « C'est bien l'arme, en effet. » Poirot regarda la porte devant lui, pensif. Au-dessus de la poignée, le verrou était tiré. Poirot l'ôta, mais la porte resta close. « Nous l'avons fermée de l'autre côté, vous vous rappelez ?» dit le docteur. « C'est vrai, » se rappela Poirot. « Ça colle, n'est-ce pas ?» demanda M. Bouc. « L'homme est passé par ce compartiment. Tandis qu'il fermait la porte communicante derrière lui, il a senti la trousse de toilette, il a rapidement glissé le couteau taché de sang à l'intérieur, puis sans s'apercevoir qu'il avait réveillé Mrs. Hubbard, il est ressorti dans le couloir par l'autre porte. »« C'est sûrement ce qui s'est passé, » murmura Poirot, l'air absent. Il semblait penser à autre chose. « La dame américaine arrive, » annonça le conducteur en passant la tête par la porte. « Je vais vous dire » s'écria-t-elle, le souffle court, tandis qu'elle arrivait devant le compartiment. « Je ne resterai pas une minute de plus ici !» Elle se mit à pleurer. M. Bouc prit la parole. « Nous allons faire transporter vos bagages dans un autre compartiment, madame. » Mrs. Hubbard fut escortée par 3 hommes vers ses nouveaux quartiers, au numéro 12, dans la voiture Athènes-Paris. « Cela vous convient-il, madame ? Ce compartiment, vous voyez, est exactement identique à celui que vous venez de quitter. »« C'est exact, à part qu'il est dans le sens contraire de la marche, » dit-elle. « Ce qui me rend encore perplexe, madame, expliqua Poirot, c'est la façon dont l'homme a pu entrer dans votre compartiment si la porte communicante était fermée à clé. J'aimerais que l'on reparle de ce qui s'est passé. » Poirot pendit la trousse de toilette à la poignée de la porte communicante. « Je vois, » fit-il. « Le verrou est juste en dessous de la poignée. La trousse de toilette le cache. Vous ne pouviez pas voir d'où vous étiez couché, s'il était mis ou non. »« Voyons, c'est exactement ce que je vous ai dit. » Et la dame suédoise, Miss Olson, se tenait entre la porte et vous. Elle a essayé d'ouvrir et vous a dit que c'était verrouillé. Il se peut qu'elle se soit trompée. Comme le verrou était mis de l'autre côté, elle a pu croire qu'il l'était du vôtre. Mrs. Hubbard eut une nouvelle fois les larmes aux yeux. Poirot sauta sur l'occasion. « Vous avez eu un choc, madame. Le serveur du wagon-restaurant recevra des instructions pour vous apporter du café. Mais d'abord, une petite question de routine. M'autorisez-vous à fouiller vos bagages ? » ?»« Pourquoi faire ? » ?»« Nous sommes sur le point de commencer la fouille des bagages de tous les passagers. Je ne veux pas vous rappeler une expérience désagréable, mais votre trousse de toilette, vous vous souvenez ? »« Miséricorde ! Alors ce serait peut-être préférable que vous... » concéda-t-elle. La fouille fut rapidement achevée, et après avoir formulé quelques politesses pas très sincères,
Poirot put prendre congé en compagnie de ses deux compagnons. « À qui allons-nous nous attaquer ensuite ?» demanda M. Bouc. « Le plus simple, je pense, ce serait de procéder par ordre, compartiment par compartiment. Cela signifie que nous allons commencer par le numéro 16, l'aimable M. Hartmann, » répondit Poirot. M. Hartmann, qui fumait un cigare, les accueillit d'un air affable. M. Bouc lui expliqua l'objet de leur visite. « Pas de problème. À dire vrai, je m'étonnais que vous ne soyez pas venu plus tôt. Dois-je descendre mes valises ?» Le contenu des bagages de M. Hartmann fut vite passé en revue. Il n'y avait rien à signaler en dehors d'une dose quelque peu excessive de liqueur. M. Hartmann leur fit un clin d'œil. « Une fois à Paris, expliqua-t-il, ce qu'il me reste de cette petite chose aura été transvasé dans une bouteille étiquetée « Shampoing ». « Moi, j'aurais nettement préféré aller aux États-Unis, » dit soudain Poirot. « J'admire beaucoup de choses chez les Américains. Néanmoins, je trouve que les Américaines sont moins charmantes que mes compatriotes féminines. Les Françaises et les Belges sont coquettes et charmantes. Ce sont les plus belles femmes du monde. » Hartmann se détourna et observa la neige une minute. « Vous avez sans doute raison, monsieur Poirot, fit-il. Mais je crois que chaque homme préfère les filles de son pays. » Il cligna des paupières comme si la neige lui faisait mal aux yeux. « Vous savez, messieurs, cette affaire me tape sur les nerfs. Rester là sans rien faire à tuer le temps. J'aimerais tant pouvoir me rendre utile à quelque chose ou auprès de quelqu'un. » « C'est typique des Américains, ce besoin d'agir, » fit Poirot en souriant. Le conducteur remit les bagages en place et ils passèrent au compartiment suivant.